te gêne pas. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yann Moix, avec des souvenirs liés à votre carrière d'écrivain et chers à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous lisent ou qui vous voient, parce que le 11 février 2004, c'est la sortie d'un film dont voici la bande-annonce. Je voulais te demander, tu sais pas où j'ai mis mes boutons de manchette en étoile? Bouton de manchette, putain! Ceux que je portais à la foire aux asperges de Tigy en février 95. Podium, un film tiré d'un livre que vous aviez fait, et c'était la première fois qu'on faisait un film sur Claude François, et c'était étonnant de votre part, Yann Moix. Oui, et j'avais trouvé que faire un film sur quelqu'un se prenant pour Claude François me permettait de parler de Claude François de manière plus précise que si j'avais fait un biopic, en fait. Et parce qu'on peut tout se permettre, et que je crois que la vérité, c'est toujours plus fort que l'exactitude. On ne peut pas retracer exactement une vie. Par contre, on peut la retracer dans sa vérité. Et c'est ce qui m'avait semblé être judicieux. Et comment est née cette idée ? Un jour, à l'époque, j'avais encore la télévision. Je n'ai plus la télévision depuis 99. Ah bon, pourquoi ? Parce que je n'aime pas ça. Je préfère lire, écouter de la musique, écouter la radio de temps en temps. Et j'ai vu une émission sur les sosies présentée par Evelyne Thomas. Et je me suis dit, mais il y a un sujet fabuleux. On voyait un type qui était le sosie de Françoise Sagan et dire qu'il était sosie de Claude François. Et puis il y avait des phrases merveilleuses. Quelqu'un avait dit, je suis beaucoup mieux dans ma peau depuis que je suis dans la peau de Claude François, des choses comme ça. Ou alors je suis le meilleur Claude François depuis 10 ans. Des phrases. Et je me suis dit, je peux pas ne pas faire de film là-dessus. Et un film plus qu'un roman, même si j'ai fait le livre, parce que c'est visuel. Et d'ailleurs, vous avez écrit le film avant le roman. Oui, exactement. Et malheureusement, il n'a pas pu faire le film au départ, donc le roman est sorti. Aucun producteur ne voulait me faire confiance, je n'ai pas cédé, je voulais le réaliser moi-même. Et finalement, tout est bien qui finit bien. Et le premier à avoir présenté des sosies à la télévision, c'est Philippe Bouvard dans Samedi Soir. Je sais. Et à l'époque, donc moi je travaillais avec lui, et il y avait la sosie de Richard Anthony qui se prenait pour Richard Anthony, un sosie de Sardou, n'en parlons même pas. Et il y avait surtout Huguette Fenfrock, sosie de la reine d'Angleterre, quand on l'appelait, il fallait dire bonjour majesté, sinon elle vous raccrochait au nez. Ah mais c'est incroyable, je peux vous raconter l'histoire de sosie pendant des heures et des heures et des heures. Alors, Claude François, donc vous faites une enquête sur lui et vous préparez ce livre et ce film, et le livre et le film ont eu un gros succès. Oui, surtout le film, hein. Je crois qu'on a fait 3 400 000 entrées. Ce qui est énorme. Pour un premier film, je ne m'attendais pas à ça, mais c'est un film qui tient la route. Alors moi je ne l'ai pas revu parce que quand on fait un film, on passe des mois au montage, on n'a pas envie de le revoir, mais ça tient la route. Et vous avez eu 5 nominations au César, le prix Robert Enrico et le trophée de la première œuvre française du film français. J'étais content d'avoir le trophée Robert Enrico parce que c'est un cinéaste dont on parle peu aujourd'hui, alors qu'il a fait des chefs-d'œuvre, et notamment Le Vieux Fusil, qui a été énormément vilipendé par les snobs de l'époque, mais qui est pour moi un très très grand film. C'était un film en avance sur son temps. Aujourd'hui, oui, on en parle beaucoup plus de ce sujet. C'est un film merveilleux. On est bien d'accord. Alors, ce film, vous l'avez lancé, moi je me souviens d'une soirée au Bus Palladium. C'est pas le genre d'endroit que vous fréquentez. Vous y étiez d'ailleurs. Oui, j'y étais. Et ce film, c'est pas le genre d'endroit, les discothèques que vous fréquentez. C'est pas votre vie, Yann Moix. Non, je suis pas très nightclubber, mais je me souviens qu'à cette soirée, il y avait des sosies de Claude François d'ailleurs, et il y avait des sosies de Sardou et des sosies de Johnny. Et les Johnny, les Sardou et les Claude François ne se mélangeaient pas. Alors quand vous mettez 4 Claude François dans une salle, ils se fuient, mais lorsque vous mettez des sosies d'autres idoles, alors les Claude François se rassemblent. c'est quelque chose... Je me souviens aussi à la cantine pendant le tournage, il y avait la table des Elvis, la table des Johnny, la table des Sardou, et c'était vraiment la guerre. Et là, il y a une différence entre le livre et le film. Dans le livre, il y a C. Jérôme, et dans le film, il y a Paul Naref. Oui, parce que visuellement... 15 jours avant le tournage, je me réveille le matin avec, à la radio Réveil, Holidays de Paul Naref. Et je savais que Jean-Paul Rouve allait jouer dans le film, et tout d'un coup, j'ai un éclair. Et je me dis, mais je vais absolument chercher une perruque et des lunettes, et j'essaye sur Jean-Paul. Et là, je vois Paul Naref. Et là, je me suis dit, c'est sûr que ça va être un succès. Quand j'ai vu Rouve en Paul Naref, qui ressemblait, et l'autre, Poulvord, qui ressemblait à Françoise Sagan, se prenant pour Claude François, je me suis dit, c'est bon, j'ai les Starsky Hutch du burlesque, j'ai mon duo. Voilà. Et justement, Paul Vord, sans lui, vous n'auriez pas fait le film. Non, ça a été écrit à la virgule près pour lui. Et une rencontre, je crois, lors d'un film, Le vélo de Ghislain Lambert, tout est parti de là. Oui, en fait, il voulait pas faire le film sur Claude François, et je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, tant pis, je vais quand même te faire un cadeau que j'avais prévu de te faire au cas où tu aurais accepté, et je lui offre des livres de Léon Blois. Voilà. Et là, Poulvord appelle sa femme, Coralie, il dit, écoute, Coralie, je vais faire podium avec Yann,
lui dit mais pourquoi ? Parce que on a un point commun, c'est Léon Bloy. Je ne peux pas ne pas faire un film avec un type qui aime Léon Bloy. Oui, un écrivain et polémiste célèbre. Et d'ailleurs, dans le film, il y a une scène où on voit un livre de Léon Bloy. Il y a une scène où il est à la banque, Poulvord, et il dit qu'il y a un compte qui est en déficit parmi ses clients, c'est Léon Bloy, qui est dans le rouge. C'est assez drôle. Alors, le cinéma, finalement, c'est parti d'un court-métrage que vous aviez fait, Grand Oral, et c'est un métier différent de l'écriture. Comment vous l'avez appris ? J'ai appris sur le tas. C'est vrai que j'ai pas fait de film de fiction depuis très longtemps, car j'ai fait un énorme échec qui s'appelait Cinéman. Échec sur lequel il est facile pour moi de revenir. C'est un film qui avait été écrit à la virgule près pour Benoît Poulvord, au mot près, et qui devait raconter le parcours de quelqu'un dans l'histoire du cinéma. Et les gags reposaient sur le fait qu'il ne ressemblait jamais, comme dans Podium. Franck Dubosc, qui est quelqu'un de très gentil, s'est proposé de remplacer Benoît. Le problème que j'ai eu, c'est que, malheureusement pour le scénario, Franck Dubosc ressemblait à Clint Eastwood, Franck Dubosc ressemblait à Errol Flynn, etc. Donc tous les gags que j'avais écrits ne pouvaient plus fonctionner. Donc j'ai été obligé de tout réécrire. Ensuite, au montage, j'ai rechangé les dialogues. Bref, le film est malade, le film est bancal, le film est raté, mais en Corée du Nord, il l'adore. Voilà. Ben, la Corée du Nord, Yann Moix, ça fait partie des choses dont on parlera tout à l'heure dans la suite de cette émission. Et on reviendra aussi sur une date importante de votre vie, le 5 novembre 2013. A tout de suite sur Sud Radio avec Yann Moix. De janvier. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessy. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yann Moix. On a parlé du passé. Le présent, c'est un roman qui est sorti le 2 janvier dernier, Rompre, chez Grasset. Alors c'est un roman qui est assez particulier parce que vous avez un dialogue dans un café, mais on ne sait pas si c'est vous ou si c'est pas vous au départ. C'est les deux, c'est-à-dire que l'interlocuteur est imaginaire, mais il est bien évident que, comme j'ai inventé cet interlocuteur, c'est moi qui me pose mes propres questions. Voilà, alors c'est à la manière du neveu de Rameau de Diderot, c'est-à-dire que c'est un dialogue imaginaire, mais sur un sujet qui vous touche beaucoup, la rupture. La rupture est quelque chose qui m'anéantit, c'est-à-dire que dans une rupture sentimentale, je suis dans un état qui n'est pas proche de la mort, je ne suis pas suicidaire, mais qui est la mort elle-même. On croit toujours que la mort, c'est le décès. C'est pas vrai. La mort a plusieurs manifestations. La mort n'est pas le décès, la mort, pas forcément. La mort, c'est le contraire de la vie. Eh bien, quand je suis en situation de rupture, je m'ébroue dans un réel qui est le contraire de la vie. C'est-à-dire que tout est laid, tout me fait souffrir, chaque paysage que je vois, chaque rue que je traverse m'abat. Chaque chanson que j'entends, chaque personne que j'aime bien, que je croise, me sont comme des coups de couteau. Tout me lacère. La réalité m'abîme. La réalité me suicide. Je suis anéanti. J'ai des picotements dans les mains. Mes cervicales me font mal. J'ai des nausées, j'ai des vertiges. Je pleure beaucoup et je marche toute la journée jusqu'à épuisement pour me débarrasser de moi-même. Je suis dans un état de mort. Je meurs de mon vivant dans la rupture. Alors là, ça m'anéantit totalement. Oui, mais surtout, Yann Moix, des ruptures, vous en avez eu beaucoup depuis vos jeunes années où vous ne draguiez pas. Vous parliez littérature ou poésie avec les filles et ça marchait pas du tout. Et à chaque fois, ça recommence. Et dans ce livre, on comprend que finalement, vous êtes parfois responsable de ces ruptures. Oui, alors, si je dois être très franc avec vous, je n'ai pas eu que des périodes de poésie pure. Heureusement pour moi, il y a une époque où j'ai franchi le cap de ma timidité pour aller dire en face à une personne que je la désirais. Et je l'ai fait beaucoup. Comme tous les hommes dans leur vie ont pu avoir un moment de l'existence, ce qu'on appelle du succès avec les femmes. Simplement, ça ne mène nulle part. Collectionner les êtres humains n'a aucun sens. Il vaut mieux collectionner la même personne à l'infini que de multiplier les rencontres. Mais ça, c'est un autre débat. J'en ai oublié votre question, mon cher Jacques. Ma question, c'était justement ce point de départ, cette rupture, qui a été... Chaque fois, il y a eu des ruptures difficiles. Oui, et vous recommencez. À chaque fois qu'une relation commence, je pense avoir tellement peur qu'elle se termine et qu'elle s'achève que je mets tout en branle pour la suicider dès le premier jour. Et au moment où elle commence, elle se termine. Et au moment où elle se termine, elle commence. Je la vis seule, dans le souvenir, dans le passé. Je dis dans le livre que l'avenir n'est pas un endroit intéressant. L'avenir n'existe pas, il ne se passe rien dans l'avenir. Alors que dans le passé, tout bouge encore. On peut voyager dans le passé. La machine à remonter le temps existe, c'est la mémoire, c'est l'être humain. Et je découvre dans le passé des zones qui étaient non ranimées, non ravivées, sur lesquelles j'appuie à la fois pour me faire souffrir
et à la fois pour me donner une raison d'être et me faire vivre. Alors, dans ce livre Rompre qui est sorti, Yann Moix, vous évoquez Emmanuel, votre rupture avec Emmanuel, qui se passe dans ce décor. White is White, Michel Delpech, l'île de White. C'est évident. Ça vous a inspiré cette chanson ou pas du tout? D'abord, je peux plus réécouter cette chanson. Même Jimi Hendrix à l'île de White, j'ai balancé l'album alors que c'est un de mes albums préférés. Oui. Non, je préfère Woodstock maintenant que White comme festival. Non, l'île de White est un endroit lugubre, sinistre. Pour moi, je vois ça comme le cimetière de ma relation. L'Angleterre m'a jamais porté chance. Les Anglais, le pays, à chaque fois que je vais là-bas, il se passe quelque chose de désagréable dans ma vie. Donc là, je devais aller faire une interview dans une émission à Londres hier. Je n'y suis pas allé. Ah, carrément. Non. J'ai plus envie là pendant un moment. Mais l'île de White, c'est aussi célèbre pour ses régates. Et il y a donc un club qui est le Yacht Club Commodore. Il y a 535 membres. Et depuis 201 ans, les hommes et les femmes étaient interdites et elles sont maintenant acceptées pour la première fois. Donc il y a quand même une évolution dans ce pays. Oui, mais je les ai vus les régates quand j'y étais. Je m'en souviens très bien des régates. Alors, j'en reviens à ce livre où Emmanuel, donc, vous faites prendre à votre propre piège parce que vous décidez de rompre, alors avec l'espoir qu'elle revienne, Yann Moix. Je suis insupportable dans l'intimité, je suis quelqu'un d'invivable. Pour la raison suivante, c'est que, sans doute pour éprouver les sentiments de l'autre, je n'arrête pas de quitter. Mon leitmotiv récurrent, c'est je crois que c'est terminé, c'est fini, on va arrêter, etc. Alors, pendant 20 fois, si vous voulez, elle dit « Mais non, mais arrête, pourquoi tu fais ça? Tu es fou, je tiens à toi. » Et puis la 21e fois, je dis « Bon, d'accord, très bien, stop, j'en peux plus de ces vrais faux départs. » Et là, j'ai été pris au mot. Et quand j'ai voulu revenir, je me suis fait je me suis fait dire, je bafouille, hein. J'ai entendu non, en fait, voilà. J'ai entendu que ça serait pas possible. Et j'ai pas cru. Et pourtant, c'est la réalité. Est-ce que ça sert de leçon pour la suivante ou pas du tout, Yann Moix? Alors, j'espère que je ne vais pas réitérer cette manière de faire de manière infinie. Là, j'essaye, si vous voulez, en ce moment, de préserver l'histoire que je vis et de ne pas retomber dans ces travers qui m'ont fait vraiment beaucoup de mal. Oui, d'ailleurs, vous dites que la rupture est inscrite dans vos amours comme un infarctus dans le myocarde. Oui. Oui. Je suis allé voir un radiologue, il m'a dit, je suis pas inquiet pour vous, vous faites une heure de crawl tous les jours. Alors, je dis, je suis sauvé. Il me dit, non, vous savez quand même que près de la moitié des infarctus arrivent sans crier gare et sans raison. Alors peut-être que c'est valable pour tout le monde. La rupture est inscrite dans toutes les relations. Alors, il y a aussi des trucs que vous dévoilez pour éviter la rupture ou pour qu'elle revienne. Il y a, dans ce livre, Yann Moix, la tumeur au cerveau. Ça, c'est pas moi. Hein. Ouais, mais il y a un bon exemple. Il y a un journaliste célèbre, dont je ne vais pas citer le nom, qui a fait croire à son ami, qui était en train de le quitter, qu'il avait une tumeur au cerveau. Donc elle est revenue, par pitié. C'est jamais bon de faire revenir une femme par pitié. Et au bout d'un moment, elle a eu des doutes, et elle a appelé le professeur, l'oncologue, qui suivait la tumeur au cerveau du journaliste en question. Et il en a eu tellement marre qu'il a dit, écoutez mademoiselle, je ne peux plus mentir, je vous dire la vérité, il se porte comme un charme, la seule maladie dont il souffre, c'est la mythomanie et la mélancolie. Et elle l'a quitté. Et au moment où elle l'a requitté, il a fait recroire à une nouvelle tumeur. Au moins, il insiste. Il y a des ruptures façon étonnante. Il y a quelques années, quand il y avait encore le téléphone pour New York, ça coûtait cher. Il y a une dame que je connais qui a rompu avec son ami en laissant dans l'appartement le téléphone branché sur l'horloge parlante de New York. Imaginez un mois plus tard la note de téléphone qu'il a vécue. Ouais, et en même temps, je vais vous dire, quand on est profondément enlisé dans un chagrin d'amour, on peut vous annoncer que vous êtes fait voler votre appartement, dérober tous vos biens, vous en fichez, vous êtes de toute façon nu et à nu. Alors, vous dites aussi dans ce livre, Yann Moix, qu'il faut 100 siècles pour se remettre d'une rupture et passer à une autre femme. Oui, quand on est terrassé par le chagrin, seul sur sa moquette, en train de pleurer, on est persuadé à tort parce qu'on est enfermé dans la prison de ses larmes, que plus jamais on ne rencontrera quelqu'un. Eh bien, c'est faire peu de cas de l'existence et de la vie, car la vie et l'existence, c'est fabuleux. Et c'est un athée qui vous parle. La vie et l'existence font toujours en sorte de vous arracher à vos sables mouvants, mais de manière totalement impossible à imaginer avant. C'est-à-dire que sur le papier, on ne peut jamais savoir comment le chagrin va se terminer. Et ça arrange toujours l'existence pour vous arracher à cet état.
Est-ce que vous considérez, Yann Moix, que finalement c'est une thérapie et que tout le monde qui a une rupture, il y en a beaucoup, devrait lire votre livre pour justement tenter de s'en remettre? Je veux pas faire de publicité pour un livre. Il y a un truc là-bas, dans cette façon de faire, qui me plaît pas. En revanche, quand j'étais dans cet état, j'aurais rêvé d'avoir un petit livre comme ça à me mettre dans la poche. Je l'ai fait avec d'autres écrivains qui parlent de ça, notamment Proust. Mais ce petit livre, s'il peut être le compagnon de chagrin ou le compagnon de rupture d'âme en errance qui se promène dans la rue, qui n'arrive pas à se remettre sur pied, alors c'est pas un livre pour aller mieux, mais c'est un livre qui résonne de manière universelle. Tous ceux qui ont vécu ou qui vivent ou qui vont vivre un chagrin d'amour devraient avoir ce livre dans leur poche. Car à l'heure où on parle, mon cher Jacques, il y a des gens qui sont en train de se faire quitter. Il y a des gens qui, dans 5 minutes, alors que là, ils disent « Oh, encore Yann Moix, c'est ces conneries de rupture, ils me prennent de haut là ». Mais dans 5 minutes, ils vont aller acheter mon livre parce que dans 5 minutes, ils vont avoir un coup de fil et leur copine va dire « Je crois que c'est terminé » ou alors la phrase horrible « Faut que je te parle ». Oui, ça c'est leur... Alors, non seulement il y a Emmanuel que vous évoquez dans ce livre, mais d'autres exemples. Il y a Noémie et son grain de beauté que vous avez connu. Et puis une jeune femme à l'âge de 8 ans qui vous a marqué pour la vie, Yann Moix. Oui, c'était ma première amoureuse, seulement elle l'a jamais su, elle savait même pas que j'existais. Et souvent dans ma vie, quand j'étais enfant surtout et adolescent, je choisissais une fille qui me plaisait beaucoup et c'était mon amoureuse. On vivait des histoires d'amour extraordinaires, mais elle connaissait même pas forcément mon prénom. Et puis un jour, je la voyais avec quelqu'un, un autre garçon, et je lui dis bon voilà, tout est fini entre nous, et je rentrais dans une phase de mélancolie, comme si on avait vraiment vécu quelque chose ensemble, alors que tout avait eu lieu seulement dans ma tête. Alors justement, vous dites dans ce livre aussi, Yann Moix, que vous êtes un naufragé de l'enfance. Je pense que dans le couple, et ça c'est universel, se joue l'affect enfantin réitéré. On revit au sein d'une relation sentimentale à la fois sa propre enfance et on se revit comme un enfant recommencé. La manière dont on se comporte dans l'intimité n'est pas une manière adulte. On ne se comporte pas dans l'intimité avec son copain ou sa copine comme on se comporte dans vos couloirs par exemple, ou à la banque, ou à la poste, ou dans le métro. Non. On ne triche pas, on redevient l'enfant qu'on était et on se livre à nu avec les mêmes intonations, les mêmes cris, les mêmes larmes, les mêmes rires aussi, les mêmes confessions et parfois même les mêmes bêtises et les mêmes, vous savez, diminutifs, les mêmes crétineries, mais qui sont de l'ordre du cosmos enfantin. Et dans ce livre, vous parlez aussi, Yann Moix, de films que vous avez aimés, notamment de Sacha Guitry, parce que Sacha Guitry vous a marqué. Mon idole. C'est votre idole. Et c'est pour ça qu'il a commencé au cinéma, parce que Jacqueline de Lubac lui a convaincu de faire un film. Il ne voulait pas en faire au départ. Oui, mais vous savez, on pourrait en parler 4 heures. C'est un grand génie, un grand mélancolique. On croit que Génie est un rigolo. Guitry est un grand mélancolique et il a écrit une des plus belles choses de tous les temps. Lorsqu'il part en vacances avec Jacqueline de Lubac pour la première fois à Nice, il lui laisse un collier dans son secrétaire. Elle ouvre le colis, elle voit ce collier, et il y avait un petit mot de Guitry, qui est le mot le plus beau de tous les temps, parce qu'il inclut la rupture, il inclut le fait que ça va se terminer, et il marque à nos futurs souvenirs. W.fr. Il est bientôt l'heure de savourer le fromage pur brebis Pyrénées. Osez, vous allez l'adorer. Vous écoutez Sud Radio, il est 13h. Parlons vrai. L'essentiel de l'information avec Olivier Montaigu. Bonjour à tous. La visite surprise d'Emmanuel Macron à Gagny dans l'Eure. Le chef de l'État y est arrivé en fin de matinée en compagnie de Sébastien Lecornu, secrétaire d'État, élu du département pour assister à un conseil municipal extraordinaire. Il y est encore en ce moment. Un détour imprévu puisque le chef de l'État était attendu à 15h à Grand-Bourteroulde, toujours dans l'Eure, pour donner le coup d'envoi du grand débat national en présence de 600 élus de la région. La commune de 4000 habitants est bouclée. Des effectifs sont arrivés en renfort pour maintenir l'ordre et éviter d'éventuels débordements. Mais malgré les barrages de gendarmerie, certains gilets jaunes ont réussi à accéder au centre-ville de Grand-Bourteroulde. Parmi eux, Ingrid Levasseur, l'une des porte-paroles du mouvement dans le département. Elle regrette l'absence de dialogue entre gilets jaunes et chef de l'État. Ça aurait été sympa qu'on puisse être ensemble, mais en fait, il y a des blocages en amont et en aval. C'est très difficile d'accéder à la ville. Il y a une répression assez importante. Les véhicules sont fouillés, sont vidés. On nous enlève nos banderoles, nos pancartes. Donc c'est assez compliqué
compliqué. Je pense que Emmanuel Macron a besoin de se racheter une conscience et c'est une solution comme une autre de faire voir au peuple qu'il est là, qu'il essaie. Voilà. Des propos recueillis par Boris Karlamov à Grand-Bourteroul. De la justice japonaise rejette une nouvelle demande de remise en liberté de Carlos Ghosn. Le tribunal de Tokyo a estimé qu'il existait un risque de destruction des preuves. Le PDG de Renault est en détention provisoire depuis le 19 novembre. Les députés britanniques votent ce soir pour ou contre l'accord avec l'Union européenne sur le Brexit. Il est probable que le non l'emporte. La première ministre aura seulement quelques jours pour proposer un plan B, avec le risque d'un divorce sec qui pourrait avoir de lourdes conséquences économiques sur le Royaume-Uni. Laurent Gbagbo, l'ancien président de la Côte d'Ivoire, acquitté par la Cour pénale internationale. Il était poursuivi pour crime contre l'humanité pour des faits remontant à 2010, époque à laquelle il avait refusé de céder sa place à son adversaire Alassane Ouattara, causant des émeutes et plus de 3000 morts. Et puis le hand, France-Allemagne, c'est à 20h30. Premier choc pour les experts. Match capital pour la suite du mondial. Très bonne journée. Merci Olivier Montaigu. La météo Sud Radio. Avec cvo.com, vos sports d'hiver en village club et résidence de vacances CVO. Alors Rémi André, de bonnes nouvelles du côté du temps, ça sèche. Et oui, c'est le retour d'un temps sec sur l'ensemble du pays. Alors ce n'est pas encore du grand beau temps car il reste pas mal de nuages, notamment au nord de la Loire. Mais les éclaircies et les nuages font bon ménage. Durant l'après-midi, on a même retrouvé pas mal de soleil sur la moitié sud. Les températures, elles sont à la baisse. On avait retrouvé quelques gelées ce matin, notamment sur le massif central. Et bien dans l'après-midi, on se contentera de 5 à 9 degrés en général et encore 12 à 14 degrés possibles vers la Méditerranée où Mistral et Tramontane sont encore sensibles. Demain devrait être la journée la plus calme de la semaine. Merci Rémi André. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, ce sont celles de mon invité que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous avez fait des études scientifiques sans alors penser à calculer votre avenir ou votre plan de carrière. Vos propos déclenchent tellement de polémiques que certains finissent par oublier que vous êtes avant tout un écrivain. Nous allons rompre avec cette mode en évoquant entre autres un roman d'écrivain qui porte justement ce titre. Bonjour Yann Moix. Bonjour Jacques. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de vous dans la presse et chaque fois je remarque des polémiques. Je dis mais et l'écrivain, parce que vous avez fait beaucoup de livres et c'est aujourd'hui le principe des clés d'une vie de l'évoquer. Mais les écrivains ont toujours déclenché des grandes polémiques de tout temps. Et d'ailleurs c'est les seuls à pouvoir le faire. Personne d'autre ne peut le faire. Voilà. Mais en même temps, vous avez une carrière d'écrivain qu'il faut rappeler. Alors, il y a ce livre Rompre qui sort chez Grasset, dont on parlera longuement tout à l'heure. Un livre de rupture, vous en avez l'habitude. Et puis, le principe, c'est de vous raconter à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 14 février 1996. Alors, c'est la sortie de votre premier livre. Jubilation vers le ciel. Exactement. Et c'est un écolier de 12 ans qui est amoureux d'une jeune femme et qui veut être amoureux jusqu'à 80 ans. Et ce livre avait été jeté à la poubelle par votre éditeur au départ, je crois, Yann Moix. Il avait lu les 50 premières pages et s'était arrêté à ce début. Oui. Et puis, je suis allé voir un autre éditeur qui a nargué l'éditeur qui avait refusé le livre en disant « Tu aurais dû lire à partir de la page 51 parce que c'est là que ça commence. Oui. » Et donc, l'éditeur numéro 1 m'a rappelé pour dire finalement on le prend, mais à partir de la page 51. Voilà. Et l'éditeur numéro 2 n'a pas été déçu de ne pas prendre le livre ? Oh, c'était Jean-Marc Robert chez Fayard. On est resté en très bon terme jusqu'à la fin de sa vie. Oui, et qui était un merveilleux éditeur qui a trouvé beaucoup de gens. Alors, finalement, l'éditeur, il a été content puisque vous avez obtenu, Yann Moix, le prix Goncourt du premier roman, le prix François Mauriac de l'Académie française et le prix Inter du premier roman. Ça vous a surpris, rassuré ? Ça m'a pas surpris. Parce que je doute de moi dans tous les domaines, sauf un, je ne doute pas d'être un écrivain. Je peux douter de mes livres, mais je ne doute foncièrement pas du fait que je sois un écrivain dans un monde où il y a beaucoup d'imposteurs. Je n'en ai jamais douté et c'est bien la seule chose dont je n'ai jamais douté chez moi. D'ailleurs, vous avez toujours dit depuis l'enfance que vous seriez un jour un grand écrivain. J'ai commencé à écrire mes premiers romans à l'âge de 8 ans. Oui. Et de 1976 à aujourd'hui, je n'ai fait que cela, écrire des romans. Et vos romans de 8 ans, qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Ils ont tous été détruits en général par mes parents, brûlés. Mais c'est pas très grave. Je les réécris en fait. J'ai passé ma vie à réécrire ces romans déchirés. Alors, votre éditeur qui s'appelait Jean-Claude Fasquelle, on dit qu'il vous a sauvé la vie. Il a dit qu'il vous aimait, que vous étiez le plus grand et le plus fort. Jean-Claude Fasquelle, je le considère comme mon véritable père, puisque on est 2 fois dans la vie. On est une première fois biologiquement, génétiquement, et une deuxième intellectuellement, ou socialement, ou littérairement. Dans mon cas, c'est Jean-Claude Fasquelle qui, ayant publié mon premier roman, m'a mis au monde, en fait.
Et ça a changé totalement votre vie, votre vision du monde. Oui, c'est-à-dire que j'ai pu aborder une femme pour la première fois de ma vie le jour de la publication de mon premier livre. C'est ce jour-là que j'ai commencé à exister, alors, de moi-même à moi-même. Justement, ce qui est étonnant, c'est votre parcours au départ, Yann Moix, car vous faites des études scientifiques, un bac C, vous faites maths sup à Orléans, et ça prépare pas vraiment à devenir un littéraire. Non seulement j'ai fait maths sup, mais j'ai fait maths spé. Oui. Bienvenue au club. Vous voyez où on en est aujourd'hui. Voilà. Étant dernier de la classe, étant humilié à répétition par des gens que je jugeais plutôt lourds, mais qui m'écrasaient par leurs résultats en mathématiques et en physique, j'ai développé une sorte de véritable souffrance, une humiliation. Sans doute, j'ai même peut-être un début de dépression en maths spé. Et j'ai commencé à écrire énormément à partir de cette époque et à lire comme un fou. Pour, si vous voulez, prendre une revanche littéraire sur les humiliations mathématiques. Et les mathématiques, vous avez quand même intégré une école, l'école supérieure de commerce de Reims, c'est pas la plus brillante. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je préparais HEC. Oui, j'ai eu aux études communales, oui. Oui, j'ai eu 0 en mathématiques. Oui. Et les mathématiques m'ont empêché d'intégrer HEC. Donc j'ai laissé reposer tout ça, j'ai lu, j'ai écrit, et je suis rentré en revanche très facilement à Sciences Po, où là j'ai été heureux comme rarement dans ma vie je l'ai été. Oui, parce que là, c'était vraiment votre univers. Et d'ailleurs, vous avez préparé un mémoire sous la direction de Jean-Noël Jeannet. Jean-Noël Jeannet est un homme pour lequel j'ai la plus grande admiration. Il a réussi à me structurer intellectuellement. Et je n'ai jamais oublié son enseignement, fait d'humour, de modestie, d'une connaissance encyclopédique de l'histoire de France, et surtout d'une rigueur intellectuelle absolument phénoménale. Il était votre professeur à Sciences Po, oui. Et c'est comme ça que vous l'avez connu. Oui, mais c'est un homme extraordinaire. Et curieusement, votre mémoire, c'était sur la ville de Vienne en Autriche. Oui. Yann Moix, pourquoi ? Il y a eu à Vienne, dans ce qu'on appelle l'époque intermédiaire, début du siècle, le début du siècle à Vienne, un foisonnement intellectuel, d'ailleurs que Stefan Zweig a décrit, et auquel il a rendu hommage, où il y avait les plus grands penseurs, les plus grands scientifiques, les plus grands mathématiciens, les plus grands peintres, les plus grands écrivains. C'était la fin d'un monde, le début d'un autre, et le Vienne 1900 ressemble en fait à la vie des sociétés modernes, dans la mesure où il y a une dislocation de quelque chose et le début d'autre chose. Et ça vous a passionné ? Passionnant. Et Vienne aussi, on connaît pour le Grand Bal de Vienne, bien sûr, pour le chocolat chaud, mais on ne sait pas que la machine à coudre a été inventée en 1818 à Vienne par un certain Joseph Madès-Berger. Vous m'apprenez quelque chose. Voilà, je suis content de vous apprendre quelque chose, c'est rare. Alors, finalement, j'en reviens à cette école de Reims, où vous vous êtes ennuyé pendant 3 ans, je crois que vous leviez à 19h, vous preniez votre petit déjeuner. Je prenais mon petit déjeuner à 20h, au restaurant universitaire. L'école supérieure de commerce de Reims était classée 5e sur l'ensemble des écoles de commerce. J'ai vécu ça comme un terrible échec. Vous savez, quand on a 20 ans, on n'est pas modeste, ni humble, on n'est rien du tout, on veut ce qu'il y a de mieux. Et donc j'ai déprimé parce que je me suis retrouvé dans une école de seconde zone à faire des études qui ne m'intéressaient pas, de la finance, du marketing, de la comptabilité, c'était terrible. Et vous lisiez aussi bien Nietzsche que Dostoïevski ou Lucky Luke ? Exactement. J'ai toujours aimé la bande dessinée et j'ai toujours pratiqué la lecture des philosophes les plus exigeants, comme Heidegger, et les aventures de Tintin, Spirou et Fantasio ou Lucky Luke. La bande dessinée est quelque chose de vital chez moi et je considère que c'est véritablement un art. C'est le 9e art d'ailleurs, mais un art très important pour l'éducation des enfants, pour l'ouverture d'esprit. Et Lucky Luke est né par hasard, c'est que Maurice était aux États-Unis, il a fait quelques planches d'un cow-boy qu'il a envoyé en France, et personne n'y croyait à l'époque, pas même lui, et quand Goscinny est arrivé, c'est devenu le Lucky Luke qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, je connais bien toute cette histoire, je suis passionné par la bande dessinée. Et vous êtes aussi passionné par quelqu'un qui vous a marqué, c'est André Gide, Yann Moix. Oui, en 1977... on m'a mis au fond de la classe, dans une classe qui n'était pas la mienne parce que mes copains sont partis en classe de neige et je n'ai pas pu y aller. Et donc, j'ai commencé à lire le dictionnaire. Il y avait un vieux Larousse illustré, 1974, et j'ai lu ce dictionnaire. Je m'étais mis au fond de la classe et on me fichait la paix, je faisais que ça. Et tout d'un coup, j'ai vu la photo d'André Gide dans ce dictionnaire, et en voyant cette photo, voyant l'attitude de Gide sur cette photo, je me suis dit, il est sûr, il est clair, il est évident que je veux être ça et je serai écrivain. Et comme ça. J'aimais le mot André, j'aimais le mot Gide, j'aimais la photo, et les titres de ces livres qui étaient imprimés me fascinaient. Si le grain ne meurt, titre merveilleux, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, je ne savais pas que c'était tiré des évangiles. La beauté de cette expression, si le grain ne meurt, palude, la porte étroite, les nourritures terrestres.
Ces sonorités-là m'ont enchanté. Et puis un jour, chez Auchan, un grand magasin, vous découvrez un livre du président de l'association des Amis d'André Gide, Claude Martin. C'est la première fois qu'on me pose des questions aussi précises. Je suis assez... je ne sais même pas comment vous avez réussi à avoir toutes ces informations. Oui, Claude Martin avait publié un livre sur André Gide, et là, je feuilletais les images et j'étais émerveillé par cet univers, émerveillé. Les enfants, d'habitude, sont émerveillés par les dessins animés. Et à l'époque, il y avait Rox et Rookie qui sortaient. Et moi, j'étais émerveillé par ce petit livre de la série du Seuil, Écrivain de toujours. Et je lisais, je relisais, mais à l'infini, ce livre sur André Gide. À l'infini. Et en écoutant de la musique comme celle-ci. Frank Zappa. Frank Zappa, c'est vraiment aussi, ça fait partie de votre culture musicale. Oui, également. à l'âge de 16 ans, j'ai découvert les Mothers of Invention et Frank Zappa. Et c'est un des sujets sur Terre que je connais le mieux. C'est vrai que je peux immédiatement identifier un enregistrement de Frank Zappa, l'époque, le mois. Vous donnez la liste des musiciens qui jouaient ce jour-là, dans quel pays, dans quelle ville et à quelle heure. Au Casino de Montreux, vous savez qu'il y a eu un incident un jour. Bien sûr, en 1971. Exactement, il y a la salle détruite par un fumigène. Et d'ailleurs, les Deep Purple, on a fait une chanson, c'est Smoke on the Water. On ne sait pas que Smoke on the Water est un hommage rendu à Frank Zappa qui, ce jour-là, par son calme et sa patience, a permis d'évacuer la salle sans qu'il y ait de mort. Il a joué à lui seul le rôle de sapeur-pompier en chef. Exactement, et le public lui a été reconnaissant. Et Deep Purple, c'est quand même lui qu'ils avaient découvert, les musiciens, et leur a donné leur chance. En tout cas, c'est grâce à Smoke on the Water que Deep Purple a eu ce succès mondial, et donc indirectement grâce à Frank Zappa. Voilà, on va se retrouver dans quelques instants avec une autre date importante pour vous, aussi musicale, mais très différente, le 11 février 2004. A tout de suite sur Sud Radio avec Yann Moix. Week-end. Sud Radio, les clés d'une vie, 13h, 14h, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yann Moix, avec des souvenirs chers à celles et ceux qui nous écoutent et qui vous lisent, à travers une date, 5 novembre 2013. Le Renaudot ? Exactement, le prix Renaudot, et vous l'avez au premier tour avec 6 voix. Et Étienne de Montetti, qui était au Figaro, comme vous d'ailleurs, a des voix. Et surtout, il y a un livre qui a eu du succès après, L'extraordinaire voyage du fakir, qui était resté coincé dans une armoire Ikea, a aussi eu des voix cette année-là. Mais vous, au premier tour, c'est passé. Pour un livre qui faisait 1500 pages. Exactement. Vous vous souvenez de ce jour-là où on vous a annoncé que vous aviez le Renaudot, Yann Moix ? Oui, je m'en souviens très bien. J'étais fou de joie, mais je ne suis pas très expansif. Alors, il y avait Olivier Nora, le PDG de Grasset, qui faisait des sauts, qui criait ouais génial, et moi j'étais là, ouais c'est bien, mais j'étais fou de joie à l'intérieur. Voilà, mais en même temps vous aviez échappé de peu au prix Goncourt. Oui, mais enfin vous savez, c'est comme les gens qui disaient j'ai failli jouer avec Johnny Hallyday, j'ai failli avoir le prix Nobel, j'ai failli avoir 20 sur 20 en maths à HEC, j'ai failli être finaliste à Roland Garros. Bon, la carrière de ceux qui ont failli est quand même belle et grande et remplie, et ceux qui ont failli sont très nombreux dans l'histoire de l'humanité. J'ai failli rien du tout, j'ai raté le Goncourt, mais en fait, je sais que ça peut paraître étrange, mais le Renaudot m'a fait presque plus plaisir que le Goncourt, et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a des écrivains que j'aime profondément, comme Marcel Aimé, Louis-Ferdinand Céline et Louis Aragon, qui l'ont eu. Et ces trois-là, et Jean-Marie Gustave Leclésio aussi, des gens comme ça, Georges Perec, et ces gens-là sont une proximité quand même très bienveillante et chaleureuse. Alors ce livre, ça s'appelait Naissance, et c'était effectivement un pavé, je crois qu'il pesait 1,3 kg. Bon, alors ça, c'est pornographique de dire le poids d'un livre. Oui, oui. Enfin, c'est indigne de vous, mon cher Jacques. C'est le poids des mots. Oui, là vous essayez de vous rattraper, mais vous m'avez habitué à des questions supérieures. Alors, 1142 pages, mais avec... 1143. 1143, j'en ai oublié. C'est pas votre chapitre. Mais, et alors, ça a surpris tout le monde, mais on a oublié que finalement, la tradition de l'illimité, Rabelais, Claudel, Céline et Claude l'ont fait. Oui, et puis il y a le fantasme de, non pas de l'illisibilité, mais de l'illu. Sur 1143 pages, vous savez qu'il y a des zones de votre livre que personne ne va lire. C'est des moments de liberté fabuleux parce que vous pouvez, c'est comme une émission que personne ne regarde, que personne n'écoute, vous dites ce que vous voulez. Et donc, il y a 50 pages d'un coup sur la trompette de Miles Davis, personne ne le lira jamais, mais c'est là. J'adore cette idée. Et comment est venue cette idée de faire ce livre Naissance et aussi imposant ? En plus, c'est pas facile de s'y retrouver en mélangeant tout, Yann Moix. Dans une époque où les tablettes Kindle, etc. sont là, où on ne voit plus l'épaisseur de l'objet livre, j'ai trouvé intéressant de faire un livre volumineux, mais qui soit aussi très dense.
un livre fort par son poids, par sa taille, comme rappeler son poids, mais aussi pour bien dire que la littérature ne voulait pas mourir, que le livre existait. Et vous savez, c'est pas du fétichisme, mais j'arrive pas à me débarrasser de l'objet livre. Pour moi, le fait de lire et le fait d'avoir un livre dans la main, c'est consubstantiel. Si la littérature avait existé sans les livres, je serais peut-être pas devenu écrivain. J'adore l'objet également. Oui, et en même temps, on dit que le livre est mort et il continue à bien se vendre. La littérature ne meurt pas et le livre non plus. C'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs, c'est pas très étonnant. Les gens qui aiment lire, ils aiment aussi le livre. Alors, les critiques se sont bien sûr déchaînées, Yann Moix, certains contre votre livre, mais ça, c'est une tradition. Mais ça a été votre meilleure vente. Le Renaudot vous a aidé, justement, à grandir un peu plus. Vous savez, c'est marrant parce que j'ai vendu 38 000 exemplaires d'un livre de 1500 pages, enfin 1143, mais c'était écrit tout petit. Le manuscrit faisait 1600 pages. Et c'est vrai que même si 12 personnes l'ont lu, je me félicite de ce nombre, parce que c'est pas évident de lire autant de pages de la même personne. Non, mais en même temps, beaucoup l'ont lu et ont sans doute lu pratiquement tout le livre. Oui, ceux qui l'ont lu en entier. Enfin, mais alors les critiques, vous savez, je pense qu'il est difficile de faire la critique d'un livre de manière contemporaine à ce livre. Je pense qu'il faut attendre plusieurs années pour faire une bonne critique d'un livre. Mais c'est pas la mode aujourd'hui, on fait une critique dans l'instant. Bien sûr, mais vous savez que il y a aussi un mimétisme, c'est-à-dire que les journalistes ou les critiques, bien souvent, regardent ce que les autres ont déjà écrit sur vous, et le premier qui a dégainé, en fait, est condamné à être recopié par tous ses collègues dans les semaines qui viennent. Mais les bonnes critiques sont souvent celles qui sont faites longtemps après. Alors Yann Moix, vous évoquez bien sûr votre enfance maltraitée, beaucoup en ont parlé. Vous avez grandi à Orléans, mais vous êtes né à Nevers, curieusement. Oui, à Nevers. Célèbre pour Paul Féval et sa botte de Nevers qu'il a inventée. Vous avez lu aussi ses romans de Cap et d'épée, totalement oubliés? Non, je connais Paul Féval, je n'ai pas lu. J'ai lu Alexandre Dumas plutôt, mais j'ai pas lu Paul Féval. Je sais que c'est un grand auteur populaire qui a inspiré des films d'ailleurs, de Cap et d'épée dans les années 50, les films. Le Bossu. Oui, notamment. Ces films où on voit souvent Jean Marais ou Bourvil. Et voilà. Et la botte de Nevers, maintenant, alors qu'elle n'existait pas, elle existe, elle est faite par des spécialistes de l'épée à Nevers qui en ont fait une tradition de la ville. Et alors, vous citez aussi dans ce livre Peggy, et vous citez des mots comme boubranguise, zazouble, chachapoule, c'est assez étonnant. C'est des mots qui vous sont venus comme ça? Oui, j'aime bien inventer ces mots. Il y a un côté queneau dans Naissance, et j'aimais bien utiliser un peu une lexicographie à la Queneau ou au collège de pataphysique, à l'Oulipo, pour parler de sujets graves comme la mort de Peggy, par exemple. Ce sont deux domaines de la littérature qui se tournent le dos, Peggy et Raymond Queneau. Eh bien, j'ai essayé de les réunir, parce que je parle aussi de Georges Bataille, etc. Donc, réunir des traditions littéraires totalement antagonistes dans un livre, parce que je pense qu'on peut aimer à égalité Proust, Raymond Queneau, Charles Péguy, Gary, Raymond Guérin, tous ces gens-là, on peut les rassembler dans une sorte d'hommage qui est un hommage universel à la littérature. Oui, et justement, vous parlez de tradition littéraire, vous faites partie de ceux qui aujourd'hui défendent l'histoire des écrivains et les écrivains du passé. Les écrivains ne meurent pas. C'est-à-dire qu'on se transmet les livres. On lit toujours Victor Hugo, on lit toujours André Malraux, on lit Proust, on lit Sartre. Ça ne meurt pas. La transmission littéraire me paraît aussi importante que la transmission religieuse. Les textes bibliques, par exemple, on se les transmet. C'est la même chose. Il y a une sorte de discours ou de parole générique qui, depuis la nuit des temps, continue à être, indépendamment finalement des noms. Peu importe que ce soit Victor Hugo qui écrit Notre-Dame de Paris. Ce qui compte, c'est qu'on puisse transmettre le texte. Et justement, ces textes sont transmis, Yann Moix, mais dans les écoles, ils ne sont pas toujours repris. Ça s'en va un peu, tout ça. Oui, quelque chose qui est scandaleux, c'est l'abolition du passé simple. Je lisais, moi, avec beaucoup de passion, Fantomètre, par exemple. Fantomètre, oui. J'adorais ça. Dans la bibliothèque verte, François, ouais, non, Rose. Alors, Fantomètre, je peux vous dire, j'étais un grand spécialiste international de Fantomètre, et je le dis sans crânerie. J'adorais Fantomètre. Je trouvais ça, je crois que c'était Georges Chollet qui avait écrit. Mais c'était fabuleux. La structure, les personnages, etc. Bon. Ou le Club des 5, j'adorais ça. Quand j'ai appris que dans le Club des 5 ou dans Fantomètre, on allait abolir le passé simple pour mettre le passé composé, je me suis senti trahi. Car il y a une profondeur du passé simple qui nous permet véritablement de faire ressurgir le passé de manière, en le chargeant d'une sorte de nostalgie ou de mélancolie, qui fait que on se retrouve sans transition dans une temporalité avec le passé composé qui est celui de la discussion. Donc on échange la mémoire contre la discussion et la conversation de bistrot. Le passé composé n'est pas un beau temps.
C'est un temps qui peut être littéraire. Camus l'a beaucoup utilisé, mais là c'est autre chose, c'est travailler. Mais le passé composé est l'équivalent du présent de bistrot, si vous voulez, de la conversation, de l'opinion. Alors que dans le passé simple, il y a la pensée. Et le Club des 5, il faut le savoir, Yann Moix, a été interdit en Grande-Bretagne pendant des années. Enid Blyton a été censuré pour des raisons diverses, parce que les enfants avaient des attitudes peu courtoises avec les adultes. Ça s'est arrangé, mais c'était surréaliste. Vous savez, Les 10 petits nègres va être peut-être interdit à cause du titre, oui. Parce que voilà, Tintin au Congo est sans doute l'ouvrage le pire qu'on ait publié depuis Mein Kampf. Vous savez, il y a aujourd'hui une difficulté à remettre les choses dans leur contextualité qui est absolument effrayante. On voudrait faire en sorte, par exemple, que l'action française n'ait jamais existé, l'œuvre de Charles Maurras n'a pas le droit d'avoir eu lieu. Et on essaye de gommer finalement la mémoire, dans ce cas-là aussi de pire, mais le pire de la mémoire fait quand même pas partie de la mémoire. Et vous savez aussi qu'on a enlevé la cigarette d'André Malraux, et il y a une Anglaise qui a voulu intenter un procès au studio Disney parce que dans La Belle au bois dormant, le prince charmant à la fin vient poser un baiser sans demander son avis. C'est un inconnu vient poser ses lèvres sur une personne dont on ne connaît pas l'âge d'ailleurs, et donc elle considérait que c'était un harcèlement sexuel. Et elle a fait intenté un procès à Disney. Toutes ces choses font que l'époque est devenue invivable et qu'à chaque fois que vous dites un mot, ce mot est chargé d'une mine antipersonnelle qui peut exploser à tout moment. Et si vous essayez d'expliquer ce mot par d'autres mots, eh bien vous déclenchez un autre tsunami à côté, à l'infini. Alors, ce qui est étonnant avec vous, Yann Moix, c'est qu'il y a cette carrière d'écrivain, mais le nombre de choses que vous faites à côté, c'est incroyable. Par exemple, il y a un film qui s'appelle Le Bénévole de Jean-Pierre Mocky, où vous avez tourné dedans. Oui, j'ai fait l'acteur. Enfin, ça, on peut pas refuser. C'est comme un écrivain qui refuserait d'entrer dans la Pléiade. Oui. On ne peut pas refuser d'entrer dans un film de Jean-Pierre Mocky. Vous savez que Mocky vient de racheter tous les Hitchcock présents à la télé, tous les droits, et il est en train de les retourner en prenant la place d'Hitchcock dans l'ombre de l'écran. Ça ne m'étonne pas. Il a du génie. Hein. Et alors, vous avez aussi dans vos activités, ça on le sait peu, fait des chansons comme celle-ci. Diane Tell, souviens-toi, c'est une chanson de Yann Moix. Un jour, j'avais rendez-vous avec Diane Tell pour boire un café. Elle était en retard. Donc, en l'attendant, je lui ai écrit une chanson. Voilà. Et c'est passé comme ça. Oui. Et vous n'avez jamais fait d'autres chansons? Si, pour Ariel Dombal. Oui, mais sinon, c'est pas... Non, je trouve ça très difficile. Très, très difficile d'écrire une bonne chanson. Mais vraiment, c'est sans doute ce qui est le plus difficile au monde que de raconter une histoire. Parfois, je lis les paroles d'Alain Souchon, qu'il écrit pour Woolsey ou pour lui-même. Je suis... fasciné par le génie d'Alain Souchon. Comment il arrive, en créant des sonorités, à raconter une histoire tout en injectant de la mélancolie et de l'humour et du burlesque. On parlait hors micro de Charles Trenet. Tous ces gens-là sont vraiment prodigieux. Il n'y a rien de plus difficile que d'être simple en très peu de mots. Voilà. Et vous travaillez beaucoup et simplement. Et ce qu'on ne sait pas sur vous, Yann Moix, aussi, ce sont vos débuts difficiles. Quand vous êtes à Paris, vous êtes arrivé à Paris, vous avez vécu vraiment dans des conditions très difficiles, dans une chambre de bonne en compagnie de gens qui volaient les panneaux de sens interdit. J'ai vécu dans un squat, rue Louise Michel, à Levallois. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait rien. Et on était une quarantaine dans 70 mètres carrés. Quarantaine pas en même temps, hein. C'est-à-dire que ça tournait. On était en général une quinzaine en même temps, et puis ça tournait. Il y avait des gens qui venaient à 3h du matin vomir, qui venaient avec des panneaux de sens interdit qu'ils avaient arrachés dans la rue. Et j'ai vécu 1 an là-dedans. Parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Non. Et puis c'était un Allemand qui nous louait ça. C'était pas donné, hein. À l'époque, c'était 500 francs quand même par mois. Il fallait les sortir. Et vous arriviez à Paris en voulant être écrivain? Oui, alors j'allais dormir la nuit à Beaubourg, j'allais prendre des douches parfois dans des banques ou dans des sociétés d'assurance. Enfin, vous vendiez des conventions obsèques aussi? Oui, je me souviens chez Norwich Union, et on réalisait des clips avec Jean-Marie Prolier. Que plus personne ne connaît. Si, il était célèbre pour son chien, son restaurant et ses rôles dans les opérettes. Ouais, c'est ça. Donc je vendais des conventions obsèques à des grabataires. Et ça vous a permis de survivre jusqu'à ce que les premiers livres arrivent. Exact. Et mes responsables de stage, qui étaient des jeunes femmes extraordinaires, m'avaient offert à la fin des éditions originales de Léon Bloy, La femme pauvre et le mendiant ingrat. Et puis surtout, il y a quelqu'un, alors que personne ne voulait vous aider, qui vous a aidé, c'est Bernard-Henri Lévy. Oui. Je ne dirai jamais de mal de Bernard-Henri Lévy, car il faut avoir la reconnaissance du ventre quand quelqu'un nous a aidés. C'est le premier qui m'a tendu la main. Je venais de mon service militaire à Verdun, dans l'artillerie, et je suis arrivé à Paris. J'ai demandé à voir Philippe Solers et Bernard-Henri Lévy. Solers était sur l'île de Ré, il n'a pas pu me recevoir. BHL m'a reçu.
Il a lu des textes que je lui avais donnés, il m'a serré la main, il m'a dit bienvenue au club et il m'a ouvert la porte finalement de sa revue La règle du jeu. Oui, vous avez donné, je crois, un matin 3 textes pour le soir, Yann Moix, et vous les avez écrits. C'est ça. Et depuis, vous êtes toujours à La règle du jeu. Vous avez même animé des séminaires le dimanche à Saint-Germain-des-Prés sur des auteurs comme Kafka ou Peggy. Peggy, Kafka, Bataille, Aragon. Et un auteur que j'aime beaucoup, et j'espère que vos éditeurs iront voir à quel point c'est un immense auteur, c'est Francis Ponge, l'auteur du Parti pris des choses. Et comment vous faites tout ça? Parce que des livres, des émissions de télévision, je crois qu'il y a 1 heure de natation qui vous sauve. 1 heure de guitare par jour aussi. Oui. Et puis le montage des films. Mais en fait, je paierais pour faire ce que je fais en fait. Je paierais pour avoir les journées que j'ai. C'est-à-dire que s'il fallait donner de l'argent pour avoir la vie que j'ai, je le ferais. Je parle de la vie professionnelle, hein, oui. Parce que ma vie intérieure est moins drôle. Je suis quelqu'un de souvent malheureux en amour, mais par contre, en revanche, ma vie professionnelle, je l'adore. En tout cas, vous n'avez pas à payer ici et vous gagnez à être connu. On va en parler dans quelques instants à travers une autre date, le 2 janvier 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Yann Moix.